la gouvernance, la jeunesse, la diversité et la parité et évidemment la transition écologique. Effectivement, avec son accélérateur, CMTL contribue aux avancées de la métropole en la matière en aidant multiples organisations de l'île à initier et mettre en œuvre différents projets liés à la transition écologique. On pense par exemple à des projets qui visent une meilleure gestion des matières résiduelles ou encore un approvisionnement responsable ou même des projets liés à l'agriculture urbaine, pour ne nommer que quelques exemples. C'est d'ailleurs dans l'accompagnement des organisations que l'équipe de transition écologique de CMTL a décidé d'offrir cette table ronde aux organisations qu'elle accompagne. Question de continuer à les outiller dans la continuité de leur transition écologique, malgré les défis qui sont présentement rencontrés en temps de pandémie. Effectivement, on le voit avec la multitude d'acteurs qui demandent une relance verte en ce moment. La volonté de poursuivre la transition écologique est encore bien présente après le confinement, puis est même jugée essentielle par plusieurs pour éviter d'autres crises futures. Ainsi, on pense même, par exemple, à la feuille de route pour une relance sécuritaire et durable qu'a publié le Conseil du patronat du Québec avec ses partenaires, qui indique que la relance va être marquée par trois grandes tendances en développement durable. D'abord, la transformation technologique, comme le télétravail et les processus virtuels qu'on a déjà bien entamés. La demande pour des investissements qui vont appuyer des mesures et des infrastructures qui vont aider à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, l'autonomisation nationale dans la production des biens et services afin d'obtenir une meilleure résilience, mais aussi afin de réduire certaines externalités environnementales négatives. La table ronde à laquelle vous assistez aujourd'hui vise donc justement à se pencher ensemble sur quelques manières, exemples et outils qui peuvent faciliter cette transition écologique, cette relance verte de vos activités. Et on a les invités parfaits pour faire cette réflexion ensemble. Donc, rapidement, la structure de notre échange va être le suivant. On va passer une vingtaine de minutes avec nos experts invités pour discuter trois questions liées à l'intégration de la transition écologique à votre relance. Ensuite, on va avoir une conversation d'une vingtaine de minutes entre participants qui va être organisée par une activité en sous-groupe, dont je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Et puis, on va terminer par une brève période de questions et réponses à la fin du webinaire. Donc, c'est un 60 minutes qui promet de passer très rapidement, d'être dynamique. Alors, je commence sans plus tarder avec quelques précisions techniques. Alors, voilà. Donc, au niveau technique, d'abord, petit rappel que la présentation est enregistrée. Si jamais vous avez peur qu'il y ait un visuel de votre caméra pendant la présentation dans l'enregistrement, on vous invite à fermer votre caméra. D'ailleurs, vous pouvez le faire si vous voulez pendant la présentation des intervenants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On vous invite à rallumer votre caméra si vous le souhaitez pendant la conversation en sous-groupe. Ça ne sera pas filmé. Donc, ça, c'est un premier point technique. Ensuite, donc, vous pouvez fonctionner pour poser des questions pendant le webinaire. Vous pouvez les indiquer dans la fenêtre de clavardage. Vous voyez ici, en bas de votre écran, vous devriez avoir ce petit symbole-là. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez taper votre question et l'adresser à tous ou sinon à Tania Morancy qui m'aide à la technique pendant ce webinaire, puis qui va faire le suivi de vos questions. Puis on va adresser ces questions-là, on va parler de ces questions-là et revenir à la fin du webinaire et potentiellement pendant la plénière des groupes à suivre. Vous êtes sur micro fermé par défaut. Pendant les sous-groupes, vous serez invité évidemment à enlever, à vous enlever du mode silencieux. Puis, on vous demande de remettre évidemment votre micro en mode silencieux après vos interventions.
Est-ce que c'est... Oui, et puis je voulais vous aviser, effectivement, la présentation va vous être envoyée après le webinaire, puis si la technologie est de notre côté, l'enregistrement aussi. Donc, poursuivons maintenant avec le cœur de notre prochaine conversation, nos experts invités. Je vais vous les présenter. Ils et elles sont au courant que la présentation va être très brève. Je voulais laisser plus de temps à leurs interventions. Donc, je vais me limiter ici à dire leur nom, rôle et organisation, ainsi que quelques mots avec lesquels ils et elles souhaiteraient que nous nous rappelions la période actuelle dans 25 ans. Mais sachez que leur profil est évidemment très intéressant. Vous allez avoir la chance d'en lire plus de détails quand la présentation va vous être envoyée. Les biographies plus détaillées vont être incluses à la présentation. Donc, dans l'ordre où nous les entendrons, je vous présente d'abord M. Emmanuel Roflet, professeur titulaire et responsable du DESS en gestion au département de management de HEC Montréal et directeur académique par intérim de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire, l'Institut EDEC, si je le prononce comme il faut. Monsieur Roflet espère que les mots qui seront utilisés pour se rappeler de la crise actuelle en 25 ans seront transition, justice sociale et environnementale, complexité, modestie et économie circulaire. Nous accueillons également Madame Isabelle Bissonnette et Madame Catherine Jacques, respectivement chargées de projet en transition écologique et chargées de projet en développement des affaires et production d'événements pour la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal. Elles espèrent toutes deux que les mots qui seront utilisés pour parler du contexte actuel dans 25 ans seront agilité et persévérance. S'ajoute à ses invités Mme Anne-Catherine Lebeau, directrice générale d'Écocéno, une entreprise qui outille le secteur culturel montréalais d'une plateforme de gestion éco-responsable des matériaux. Mme Lebeau aimerait que la période actuelle soit vue comme l'époque de la grande transition culturelle et écologique. Et finalement, nous avons le plaisir de recevoir Mme Elisabeth Morin, agente du Fonds Éco-Leader pour la région de Montréal, fonds dont elle vous livrera tous les secrets dans quelques minutes. Et se joignant aux réflexions inspirantes du groupe, Mme Morin imagine bien la période présente décrite dans 25 ans comme une période de changement, d'innovation, d'entraide et à impact positif. Donc, je vous remercie tous les 5 de vous joindre à nous aujourd'hui pour pouvoir nous partager vos savoirs et vos expériences très intéressantes. C'est certain que les chances d'utiliser les mots que vous nous avez partagés sont beaucoup plus grandes avec justement les initiatives inspirantes là, dont vous allez nous parler, contribuer certainement à faire de ce souhait une réalité. Donc, merci de venir nous en parler. Au niveau du fonctionnement, comme je le disais, donc il va y avoir 3 questions qui vont être posées aux intervenants. Je vais en inviter quelques-uns à se prononcer sur chacune des questions. Le temps va être suivi. Et puis, voilà, commençons donc avec une première question. Donc, modifier un train en marche, on le sait, c'est difficile. On a vu certaines organisations prendre le temps de pause forcée par la pandémie pour repenser leurs opérations. On pense par exemple aux organisations qui ont décidé d'ajuster des éléments de leur chaîne de valeur comme leur production pour l'aligner par exemple sur les besoins sanitaires actuels. Ou on pense encore aux autres organisations qui en ont profité pour développer puis mettre en œuvre la fameuse politique de télétravail qu'on n'avait pas encore eu le temps d'essayer avec autant d'énergie. Ainsi, on l'a vu, la pandémie présente quelques opportunités, puis même du point de vue de la transition écologique. Ceci dit, par où on commence? De quoi on s'inspire pour procéder comme ça à la transformation verte de sa chaîne de valeur? Je vais lancer la question à notre invité Emmanuel Roflet. Donc, Emmanuel, je comprends que dans le cadre de vos activités au sein de l'Institut EDEC, vous êtes au fait de plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées par les organisations pour concrétiser ces opportunités-là qui sont liées à la transition écologique. Alors, je me demandais si vous vouliez nous en présenter une ou deux d'entre elles.
D'accord. Merci beaucoup, Kim. Donc oui, effectivement, l'économie circulaire existe depuis un certain nombre d'années sous différentes formes. Et puis là, la pandémie de la Covid nous suggère de penser qu'en fait, elle est de plus en plus pertinente. Donc à l'Institut EDEC, et puis en concertation avec Recyc Québec et la table de concertation québécoise sur l'économie circulaire, on a travaillé sur l'élaboration d'un schéma qui synthétise en fait ce qu'est l'économie circulaire au Québec autour de 12 stratégies. Donc, si vous allez à gauche, en fait, vous avez grosso modo la première grande famille de stratégies qui consiste à repenser le modèle. Donc, et en essayant de minimiser la consommation de ressources et de les préserver, les écosystèmes. La meilleure ressource, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc là, je vais juste donner un exemple qui est l'exemple de l'éco-conception. Donc souvent, on se retrouve avec, comme client, comme consommateur, on se retrouve avec des produits qui ont été mal conçus, dont la durée de vie a été prévue pour une certaine durée de temps, dont le démantèlement après n'a pas été prévu. Donc là, l'éco-conception est un ensemble de familles de stratégies qui sont liées au design du produit, mais aussi à l'utilisation du produit plus généralement, qui vise à promouvoir donc une meilleure utilisation du produit pour répondre à certaines fonctions de notre quotidien, par exemple. Donc là, j'ai illustré avec un exemple de stratégie dans la famille repensée. Dans la deuxième famille, c'est optimiser. Et l'optimisation, c'est aussi simple que probablement l'utilisation de nos automobiles. Probablement, on est tous en ce moment, ou une bonne partie d'entre nous, les 40 ou 50 personnes qui nous écoutent, qui participent à ce séminaire, on a une bonne partie d'entre nous la propriété d'une automobile qui dort sur un stationnement ou souterrain ou sur la terre. Et statistiquement, les automobiles ne roulent pas 97% du temps. Ça veut dire que grosso modo, chaque mois, vous payez un leasing, vous payez un loyer pour cette automobile qui prend beaucoup d'espace, vous avez peut-être payé un stationnement. Donc, c'est beaucoup de ressources qui sont utilisées pour un service qui est finalement peu mobilisé. Donc là, on peut optimiser les produits en les utilisant plus fréquemment à travers l'économie collaborative. On connaît bien ici l'exemple d'autopartage de communautés, par exemple, au Québec. La location court terme aussi, ça c'est une utilisation plus fréquente des produits, où on peut prolonger la durée de vie des produits et des composantes aussi à travers un entretien, une réparation améliorée, l'accès, nous comme clients, comme utilisateurs, à des connaissances de base qui vont nous permettre de prolonger la durée de vie du produit. Et aussi, il existe sur Montréal et puis ailleurs des organismes qui font du reconditionnement, c'est-à-dire qui permettent, je pense à un Certec par exemple, qui fait un travail à la fois d'insertion professionnelle et un travail qui permet d'augmenter la durée de vie de matériel informatique. Beaucoup de nos ordinateurs sont encore fonctionnels après 3 ans, 4 ans. Et puis, un Certec permet de les réinsérer dans le marché. Donc, je vois que mon temps est écoulé, donc je vais laisser la parole à la prochaine personne. Merci beaucoup pour votre attention. Ça passe vite, hein? Mais c'est super intéressant. Merci, Emmanuel. Puis on va avoir la chance de poursuivre cet échange-là en sous-groupe, puis aussi durant la période de questions. Là. Donc, pour tous les participants qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer vos questions reliées à Tania, puis on va pouvoir continuer l'échange. En attendant, je voulais aussi, justement, pour faire rebond là, sur ce que Emmanuel vient de présenter, Isabelle et Catherine de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal, je sais que certains de vos commerçants ont justement décidé, là, avec la pandémie, d'avoir recours à certaines des stratégies qui sont affichées à l'écran. Puis à d'autres moyens là, pour rebondir en temps de crise. Je me demandais si vous pouviez nous donner un ou deux exemples là, justement de ces stratégies-là en utilisation. Emmanuel mentionnait la compagnie Incertec, mais vous avez aussi des cas, je crois, intéressants à présenter. Je vous laisse la parole. Isabelle. Oui, merci.
En fait, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que nos membres sont déjà très sensibles aux enjeux de développement durable, puis on est déjà ouvert à des initiatives qui permettent de revoir certaines pratiques d'affaires. Ça fait déjà partie de nos valeurs, en fait. Donc, ce que la crise a fait, c'est d'accélérer certains éléments de notre transition écologique. Le principal exemple que je peux donner, c'est celui du service de livraison Arc-en-Ciel, qui a consisté là, à mettre en place un projet pilote de livraison à vélo qui est mutualisé pour les commerces locaux. Donc, déjà, dans les dernières années, le désir de mettre en place un système de livraison à vélo, puis celui de mutualiser certains services là, au niveau des SDC, s'était fait sentir. Mais la crise a permis de prioriser certaines actions pour se réinventer en un rien de temps. En fait, ça a été mis en place super rapidement. Donc, quand la crise est arrivée à la Ville de Montréal, on a voulu mettre en place un système plus éco-responsable qui permettrait de répondre à la hausse marquée des demandes en livraison. Fait que plusieurs entreprises de services de livraison à vélo ont créé une association temporaire qui mutualisait leurs forces puis qui permettait de faire une économie d'échelle pour vraiment offrir le service qu'on recherchait à un prix raisonnable. Donc, pour implanter rapidement leur modèle d'affaires, il était de mise de passer par les SDC avec l'aide de l'Association des SDC de Montréal pour centraliser rapidement l'information puis avoir vraiment un nombre d'utilisateurs qui soit suffisant pour assurer le succès du projet pilote là, qui a d'ailleurs été implanté dans plusieurs SDC, là, pas juste dans la nôtre. Donc, pour le projet pilote, les coûts de livraison sont défrayés par la SDC. On est appuyé par le fonds d'urgence de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, puis il y a la contribution aussi de la Caisse des Jardins du Plateau. Donc, ça a permis à la SDC de servir 30 de ses membres qui se sont inscrits sur la plateforme web, puis la moitié de ces inscrits qui font vraiment une utilisation quotidienne du service. Donc, le fonctionnement, en gros, c'est que les commandes sont passées en avant-midi via une plateforme web. Le trajet déterminé là, pour optimiser vraiment les circuits, puis les livreurs partent après ça là, plus tard dans la journée pour effectuer les livraisons à l'échelle du plateau. Donc, le service de livraison Arc-en-Ciel, ça a été mis en place rapidement en début de crise pour pouvoir servir des détaillants qui n'offraient pas ce type de livraison-là pour leur donner des débouchés de vente, puis assurer plus de résilience parce que certains commerces ne pouvaient pas ouvrir leurs portes là, en temps de confinement. Donc, tous ces avantages-là sont tirés de ce service, sont en ligne vraiment avec la mission de la SDAMR qui vise entre autres à soutenir ses membres dans leur transition. Mais c'est aussi intéressant pour certaines entreprises comme en tant qu'utilisateur parce que passer par un service de livraison à faible émission, bien, ça peut faire partie d'une politique d'approvisionnement responsable en tant que bonne pratique à mettre en place. Donc, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour voir l'effet du changement à long terme là, chez les commerçants parce que des ajustements seraient nécessaires pour prolonger le service. Parce que dans le fond, quand la clientèle dans un proche rayon va recommencer à se déplacer vers les commerces, bien, c'est sûr que le modèle il est bâti pour des courtes distances. Donc, il faudrait revoir le modèle. Mais le changement est déjà entamé. Donc, une fois que la glace est brisée, l'habitude pourrait se transformer en modèle d'affaires plus approprié. C'est tout. Merci Isabelle, c'est super intéressant. Puis, ben oui, je suis curieuse de voir justement avec le temps là, comment est-ce que tout ça va se prolonger, puis les effets, les impacts, là, les effets qu'on va pouvoir mieux mesurer dans le temps. Puis ça va être intéressant de voir une adaptation aussi à notre climat dans le temps pour ceux qui poursuivent dans cette direction-là. Vous avez nommé quelques avantages, Isabelle, par exemple, une plus grande résilience là, pour les commerçants, leur capacité à rebondir sur la hausse des demandes qu'ils ont reçues au travers de cette initiative-là. C'est super intéressant. C'est un bon pont. Je vais passer à notre prochaine question. Mais juste avant, je veux dire aux participants que pour des questions plus précises sur le projet qu'a présenté Isabelle, on a la chance d'avoir avec nous Catherine Jacques qui a été impliquée les deux mains dedans ce projet-là. Donc, qui peut vous donner tous les détails là, reliés. Donc, préparez vos questions, envoyez-les dans la direction de Tania, puis on va y revenir également plus tard selon les questions que vous avez, puis on va avoir la chance d'entendre Catherine. Donc, ma prochaine question, c'est au niveau, bon, justement, il y a des investissements
sont requis. Il y a des difficultés actuellement, évidemment, pour plein d'organisations, mais quels avantages on peut... Elisabeth, vous collaborez de près là, avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Qu'est-ce que vous voyez comme... Je crois qu'ils ont fait plusieurs recherches qui démontrent qu'il y a beaucoup d'avantages à intégrer la question de la transition écologique aux décisions d'affaires, même celles qui se prennent en ce moment. Est-ce que vous voudriez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Dans le fond, moi, je suis l'agente du Fonds Éco-Leader pour la région de Montréal. Le Fonds Éco-Leader provient là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est une solution qu'ils ont mis sur pied pour justement, là, suite à leurs recherches puis à leur sondage, il y a plusieurs là, bénéfiques pour les entreprises, avantages à adopter des projets plus environnementaux, donc qui respectent plus l'environnement. Souvent, en fait, qu'est-ce qui a été soulevé, c'était les réductions au niveau des coûts dans des projets, par exemple, en efficacité énergétique ou en diminution d'intrants de matériel. Par exemple, il y a un restaurant, une pizzeria qui se trouve à Québec, qui, eux, ont fait un audit énergétique et qui ont décidé de faire des petites actions qui ne coûtaient pas très cher. Par exemple, changer des lumières avec des lumières d'aile. Ils ont également changé leur type de four. Il y avait un grand four qu'ils utilisaient de manière très... en fait, pardon pour ça, dans le fond, un très grand four qui ont décidé de changer pour des plus petits fours, plus performants. Puis ça leur a permis, en fait, de diminuer les coûts reliés à la consommation électrique de quand même 11 000 $ par année, mais aussi les coûts associés à la consommation de propane. Puis, ils ont fait des économies totales de consommation d'énergie de 16 000 $ par année. Donc, c'est quand même pour des petites actions, ça peut être très considérable pour des commerces comme ceux-là. C'est aussi un meilleur attrait auprès des investisseurs, auprès de la clientèle aussi, de plus en plus les employés et les communautés qui sont en fait les parties prenantes des entreprises mettent de plus en plus d'importance pour ces choses-là au niveau du développement durable au sein des entreprises. Donc, de développer un comité de développement durable au sein de votre entreprise, ça permet que vos employés se sentent plus intégrés. Ça permet une meilleure rétention, donc au niveau de la main-d'œuvre, ce qui peut être vraiment intéressant dans un contexte comme aujourd'hui. Puis aussi de trouver peut-être des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs, donc ça peut être très intéressant. Vous avez aussi l'opportunité de développer des nouveaux marchés. Je prends par exemple le papier et emballage Arto, qui eux, en fait, faisaient de la livraison de leurs matériaux, puis ils revenaient à leurs entrepôts vides. Et puis, ils ont décidé, en fait, de reprendre les boîtes et de les reconditionner. Donc, c'est devenu un nouveau marché qui leur a permis, en fait, d'augmenter leurs revenus et qui n'avaient pas vu au départ avant d'aborder la question d'économie circulaire. Donc, c'est important d'y aller selon le modèle d'affaires, de voir de quelle manière ça peut être intégré dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Puis après, c'est des petits steps un à un pour... alors, mon temps est écoulé, mais c'est vraiment juste des petits pas, théorie des petits pas qui fonctionnent selon votre contexte. Alors, je pourrais conclure là, de cette manière-là pour la question. Merci, Elisabeth. Oui, c'est beaucoup d'avantages très concrets que vous mentionnez. Puis, je pense que c'est dans une perspective, quand on sort de la perspective à court terme, là, on arrive à voir comment ça peut vraiment valoir la peine d'aller dans la direction justement d'intégrer la transition écologique aux décisions qu'on prend en ce moment. Je pense que, excusez-moi deux petites secondes, oui, c'est ça, Anne-Catherine, oui, je voulais vous entendre parce que je crois comprendre que le modèle d'affaires de Ecoceno est bâti autour justement de certaines stratégies que Emmanuel a présentées. Puis, ça rebondit, que vous retirez certains avantages, si je comprends bien, qui ont été mentionnés par Isabelle ou par Elisabeth. Donc, je me demandais justement comment ça fait écho chez vous, puis est-ce que malgré les défis actuels, vous avez remarqué justement certains avantages là, à l'orientation verte, là, si je peux dire, de votre chaîne de valeur?
Oui, ben merci beaucoup. Merci, Kim. En fait, effectivement, les services d'Ecoceno sont vraiment inspirés et bâtis à partir du modèle d'économie circulaire, donc un service d'éco-conception et d'optimisation du réemploi pour les matériaux dans le domaine culturel. Et en fait, je dirais que l'avantage en ce moment, c'est vraiment de se positionner comme leader dans la transition parce que en ce moment, ben, considérant qu'on a environ 10 ans pour changer radicalement les pratiques pour atteindre les cibles, entre autres, de la Ville de Montréal, ben, le domaine culturel doit vraiment se positionner comme leader dans cette transition-là et on doit revoir, en fait, recadrer notre idée de l'excellence. Aussi. Je pense que ça, c'est vraiment important. Puis je pense que ça passe par la culture. On parle beaucoup de gestion des matières résiduelles. On commence à parler de plus en plus de ville zéro déchet, mais je pense que c'est important de remettre en question l'idée de tous ces déchets qu'on génère. Et si on parlait uniquement de ressources, donc les ressources qui passent par exemple, dans le cadre de la production culturelle, par le métabolisme des productions, mais qui ressortent en ressources pour d'autres productions, donc qui demeurent toujours des ressources pour la communauté en général et donc l'idée de réduction à la source, mais aussi de réemploi. C'est des changements culturels majeurs dont on a absolument besoin en ce moment. Je pense aussi que je parlais de leadership, mais je pense qu'un des avantages, c'est aussi d'avoir la conviction qu'on catalyse toutes les ressources humaines, l'intelligence individuelle et collective au service de la transition, d'une transition écologique pour la société en général. On a parlé déjà plusieurs fois, on évoquait la résilience, mais c'est la résilience aussi au niveau de l'approvisionnement, donc d'aller davantage vers le réemploi, vers la collaboration, vers la mutualisation. C'est vraiment énormément d'avantages au niveau de l'approvisionnement local. C'est aussi un levier de développement pour les plus petites organisations, entre autres dans le domaine culturel. Ça, c'est un des avantages importants aussi. Et c'est ça, on se place aussi, on se place vraiment en collaboration et en mutualisation avec les différents acteurs parce que ben, on pense à une gestion collective des ressources devant la responsabilité collective qu'on a face aux ressources limitées de notre planète. Et l'épuisement des ressources auxquelles on fait face en ce moment. Donc, dans les autres avantages, bien évidemment, l'image de marque, donc mettre l'accent sur le retour sur l'investissement au niveau social et environnemental. Elisabeth a bien nommé les bienfaits, les avantages économiques, mais je pense que de plus en plus, en recadrant notre notion d'excellence, ben, il faut aller vers, il faut voir de plus en plus la zone grise de tout le gaspillage de ressources humaines et matérielles du système actuel et être capable de recadrer l'excellence du point de vue de l'économie circulaire, c'est-à-dire une réduction à la source, le réemploi, l'éco-conception et une conscience. Je pense que il y a beaucoup de gens maintenant qui ont conscience des limites de notre planète, mais aussi des limites de notre système économique actuel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se placer en leader et de créer la transition parce qu'il faut la faire qu'il faut la faire rapidement, puis il faut la faire maintenant. Il faut investir toutes nos ressources là-dedans, en fait. Bien, merci, Anne-Catherine. C'est vraiment ce que vous venez d'exprimer là, clairement, ça fait vraiment partie de l'ADN, si je peux dire, d'Ecoceno. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment est-ce que ces idées-là se concrétisent au sein d'une organisation. Puis, je vois que ce que vous faites, c'est vraiment aussi... ce qui me vient en tête, c'est vraiment travail d'équipe. C'est quelque chose qui se fait de manière collective, puis c'est des changements, entre autres, comme vous disiez, qui sont culturels. Donc, merci à vous. Bon, c'est sûr que tout ça, c'est vraiment super, mais ça prend des ressources ça prend du soutien interne ou externe pour
pour mener ces transformations-là. Donc, je voudrais, avant qu'on passe à la conversation en sous-groupe, je voudrais qu'on explore quelques ressources qui sont à la disposition des organisations qui voudraient passer à l'action. Évidemment, c'est un portrait très, très bref qu'on fait de quelques ressources, là, mais d'abord, il y en a quelques-unes qu'on voulait mettre en valeur ici, dont le Fonds Éco-Leader, qui nous semblait très pertinent. Elisabeth, est-ce que ça serait possible de nous partager en quelques minutes qu'est-ce que c'est le Fonds Éco-Leader? Oui. Oui, dans le fond, comme j'ai dit tout à l'heure, le Fonds Éco-Leader, ça provient du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ils ont mandaté en fait un trio de partenaires qui s'occupent du réseau d'agents. Donc, on est 18 agents, c'est une subvention qui est provinciale. Donc, moi, je suis responsable pour les entreprises qui se retrouvent sur l'île de Montréal. Le contexte, pourquoi, en fait, le Fonds Éco-Leader, c'est suite à des recherches et à des sondages, le MEI se sont rendu compte qu'il y avait plusieurs barrières, en fait, on vise vraiment là, les petites et moyennes entreprises. C'est notre clientèle cible pour le Fonds Éco-Leader. Puis, quand tu es dans une petite ou une moyenne entreprise, souvent, l'entrepreneur va toucher un petit peu à tout. Donc, il y avait des barrières au niveau du temps alloué à développer un projet en lien avec justement peut-être de l'économie circulaire ou de l'éco-conception des secteurs ou des choses qui sont un petit peu moins bien connues. Donc, aller chercher de l'expertise externe pour justement développer des projets qui sont viables mais qui sont aussi un retour sur investissement intéressant. Puis, comme Anne-Catherine en a parlé aussi au niveau de l'image de marque, qu'on s'assure qu'on a bien monté le projet puis que ça véhicule une bonne image de marque par la suite si on désire être leader dans notre marché. Donc, il y avait, c'est ça, donc l'expertise, puis également une ressource financière. Donc, le Fonds Éco-Leader, c'est une subvention qui, en fait, finance des projets en lien avec soit des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Alors oui, effectivement, je vois une question là, qui vient de popper. Les entreprises qui sont éligibles, ce sont les entreprises à but lucratif, les organisations à but non lucratif, donc les OBNL sont aussi éligibles s'ils ont un revenu d'activité de 40 minimum. Donc, ça ne peut pas être une fondation qui ne fonctionne seulement avec des subventions. Puis, si vous êtes également une coop, donc malheureusement, les institutions scolaires ne sont pas éligibles. Donc, je poursuis au niveau des deux volets. Ce qu'on finance, c'est vraiment les étapes préalables à l'implantation d'un projet. Donc, avant d'implanter un projet, c'est important d'avoir un portrait de la situation, de savoir où on se situe en tant qu'entreprise pour savoir après mieux où on s'en va. Donc, dans les pratiques d'affaires éco-responsables, il y a la possibilité d'obtenir un 10 000 $. C'est toujours dans le but de payer les frais externes d'un expert. Donc, ça ne peut pas être pour des honoraires salariales d'un employé de votre compagnie, mais vraiment pour aller chercher une expertise à l'externe et que vous désirez payer. Donc, vous avez l'étape d'analyse. Ça peut être un audit énergétique, une caractérisation de matières résiduelles, vraiment pour vous collecter des données puis vous donner un portrait. Par la suite, vous avez un autre 10 000 $ qui est toujours 50 % des frais d'un expert pour le plan d'action, puis un 10 000 $ pour l'accompagnement dans l'implantation de ce projet-là, pour un total de 30 000 $. Donc, vous avez à droite un petit schéma là, qui explique que le Fonds Éco-Leader ne dépasse pas 50 %, mais il y a la possibilité d'aller chercher une autre contribution financière. Par exemple, il faut que ça soit hors MEI et le TEC ne fonctionne pas. Donc, Transition énergétique Québec, mais ça vous permet, s'il y a d'autres financements qui existent avec l'arrondissement ou avec une municipalité, ça peut être possible. Ça vous permet à vous de payer seulement un 25 % de ces frais d'expert-là. Au niveau de l'adoption des technologies propres, on a regroupé études et plans d'action pour un 35 000 et accompagnement à l'acquisition d'un 15 000 $. Dans le fond, juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis je fais vraiment un survol. Si vous avez des questions particulières sur les différents volets, ça va me faire plaisir. Là. Vous allez avoir accès à mon adresse courriel. Comme ça, on va pouvoir regarder vos projets ensemble, puis voir qu'est-ce qui est admissible et non admissible, puis qu'est-ce qui pourrait être financé. Puis juste une petite dernière information, on a annoncé aujourd'hui le Fonds Éco-Leader que vous avez jusqu'au 1er septembre pour déposer en fait un projet puis que les dépenses soient comptabilisées à partir de la journée où vous déposez. Avant, c'était au moment où vous obteniez l'accord du Fonds Éco-Leader. Ça pouvait prendre jusqu'à 2 mois. Donc, vous avez quand même l'été pour déposer des projets et pouvoir les commencer dès la date de dépôt, ce qui est un avantage intéressant. Alors, je cesse de parler, je laisse la parole à Kim.
Merci, Elisabeth. C'est c'est un bon survol de ce qu'est le Fonds Éco-Leader. On va pouvoir aller un petit peu plus en détail aussi durant la période de questions, s'il y a des questions à ce sujet-là. Emmanuel, rapidement, si en 1 minute, je crois que vous vouliez partager aussi 2 liens intéressants là, au niveau des stratégies d'économie circulaire. Je vous laisse aller. Oui, tout à fait. Donc, le Fonds Éco-Leader propose des financements, propose des appuis très ponctuels. Et puis nous, comme institut de recherche, et puis en lien avec Recyc Québec aussi, on a un MOOC qui est gratuit. Alors, je sais que peut-être que vous passez trop de temps en face de vos ordinateurs, mais ça vaut la peine d'investir quelques heures supplémentaires pour un MOOC qui a été lancé l'année dernière, donc qui a mobilisé à peu près 60-80 intervenants du Québec et d'ailleurs, et puis qui a été suivi depuis le mois de mai 2019 par 4000 personnes au Québec et à l'international. C'est la première ressource. La deuxième ressource, c'est la plateforme Québec Circulaire. Alors, je vous encourage à prendre le lien directement parce que si vous faites la recherche Québec circulaire, vous allez tomber sur les circulaires des magasins, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, vous avez sur le site Québec circulaire, donc, qui a été financé en partie par le MEI, plusieurs ressources, des portraits, des portraits d'entreprises, des initiatives à différents niveaux sur l'ensemble du Québec. Et aussi des outils il y a une boîte à outils spécifique en économie circulaire qui a été lancée il y a 2 ans à peu près avec vraiment beaucoup de ressources. Voilà, j'ai tenu ma minute. Merci. Oh, pardon, j'avais perdu mon curseur. Merci, Emmanuel. Bon, on a plusieurs ressources. Vous allez voir, vous allez être content de recevoir la présentation avec tout le résumé des informations qui ont été partagées. Avant de poursuivre, 2 petites choses qu'on voulait aussi vous partager. Évidemment, réitérer l'existence de l'accélérateur de Concertation Montréal. Donc, comme je mentionnais en introduction du webinaire, on accompagne des organisations pour les aider au développement puis à la mise en œuvre de leurs projets en transition écologique. Donc, ça peut passer de l'atelier d'idéation qui vous permet de prioriser là, avec vos équipes ce que vous voulez attaquer en premier plan. Ça va à vous connecter avec des ressources pertinentes comme le Fonds Éco-Leader, comme plein d'autres ressources. Puis, ça va évidemment vous accompagner là, dans la mise en œuvre de vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel qu'il y a là si vous voulez en savoir plus. Aussi, on voulait vous parler brièvement des super ressources que le ministère de l'Économie et de l'Innovation met à disposition des organisations. On vous met les liens ici, vous allez pouvoir les visiter là, quand vous allez recevoir la présentation. Il y a beaucoup de guides, beaucoup d'outils. Le cas que, Elisabeth nous a mentionné plusieurs cas chiffrés, avec les économies chiffrées, les initiatives détaillées. Je vous invite à aller voir ça plus en détail à cas à succès. Là, il y a beaucoup d'exemples très pratiques là, et très concrets. Je veux évidemment dire un merci très spécial aux 5 experts invités. Merci de votre présence, merci de votre partage. Puis, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à poursuivre la conversation, sachez que Concertation Montréal va lancer cet automne une communauté de pratique sur le thème de la transition écologique. Donc, on va envoyer plus de détails prochainement, mais je vous invite à prendre 2 minutes de votre temps pour même pas 1 minute. Quand vous recevrez la présentation, il va aussi y avoir un lien vers un sondage de 3 questions, puis vous pourrez indiquer votre intérêt à participer à la communauté de pratique. Donc, est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit? Encore merci, puis on vous souhaite évidemment santé, un bel été, puis bonne chance dans la suite de vos démarches. Puis évidemment, tous les intervenants qui étaient ici aujourd'hui sont là pour vous aider là, dans la continuité de la transition écologique. Merci à tous.